Ah, je pensais pas faire une vidéo si tôt le matin à -2, à Londres. Même au soleil, je sais pas. En tout cas, je suis à Londres, j'ai pas de chance. Mais je croise des tweets qui sont réellement inquiétants, je dirais, pour les capacités de nos mouvements, qui sont forcément évidemment non pyramidaux, puisqu'il s'agit d'alerter sur le crime contre l'humanité et la maladie psychiatrique grave de l'islam. Et on a des pseudo-militants divers et variés, on a aussi des infiltrés, bon ça c'est normal, mais on a des gens dont on ne sait pas s'ils sont sincères ou non, parce que disons qu'il y a des signes qui sont un peu sincères, voilà, même s'ils sont très très rares, qui se réclament de notre tendance à chercher à retrouver la liberté d'expression et enfin, je dis retrouver pour ce qui concerne l'islam, il a jamais, c'est à inventer, c'est à construire, parce qu'il n'a jamais été possible de blasphémer l'islam, c'est pour ça qu'il s'étend d'ailleurs, puisqu'il exécute, il égorge systématiquement tous les dissidents, tous les gens et tous les blasphémateurs extérieurs. Mais c'est pas de ça que je veux parler, puisque j'en ai déjà parlé beaucoup. Là, ce que je crois, c'est des gens qui disent attention, pardon, qui disent attention, ne tombons pas dans le racisme en luttant contre l'islam. Bon alors je peux vous dire que c'est un poids terrible pour le mouvement, puisque ça revient à dire ne luttons pas contre l'islam. Pourquoi pas? Pour des raisons morales. On veut bien croire qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Ils n'ont pas pris la mesure du fléau islamique, hein. Je rappelle que l'islam exterminera 1 milliard de fillettes d'ici 2100. Ils n'ont pas compris non plus que le racisme est déjà interdit par la loi, c'est déjà un délit durement puni, et que doublement le racisme, il est littéralement une espèce d'ingrédient de jouissance pour les institutions, les juges, l'islamo-gauchisme, etc. Un ingrédient galvanisant qui conduit à une impunité quasi totale. Alors il y a une autre raison, hein. Il y a le fait qu'on n'a pas de prison, donc vous avez beau condamner les gens, ils iront en prison, il n'y a pas de place. Qui conduit à une impunité gigantesque pour tous les gens, pour tous les coupables de délinquance non blancs. J'utilise l'expression que les mouvements décoloniaux, qui sont en fait des chevaux de droit de l'islam, utilisent. Ce qui conduit à une montée de partis, ce qui est banal, on va dire, ce qui conduit à un renforcement populaire des partis qui sont sur le marché, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Vous avez soit une droite de campagne d'abord c'est une droite, parce qu'économiquement ils ne sont pas de droite spécialement, à part peut-être Zemmour, mais enfin il fait 1%. Et puis vous avez une espèce de centre ambigu qui s'est un peu écroulé, et puis vous avez la gauche qui a disparu, puisqu'elle a été capturée et infiltrée par l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire par l'islam, comme l'Iran en 1979, etc. Et donc, quand vous arrivez et que vous reprochez aux uns ou aux autres d'être, de sembler, de donner l'impression d'être complaisant avec les leaders de Reconquête et du RN, vous donnez l'impression que vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que personne ne considère ces partis comme intelligents. C'est simplement que quand vous allez à l'armurerie, vous achetez pas un pain au chocolat, vous y allez pour acheter des pistolets, des armes, et ensuite, si on vient vous voir, ah mais tu as acheté une arme, et qu'on vous accuse d'être un grand fan des armes, c'est un peu idiot. Donc je vais y revenir, je vais expliquer les mécanismes. Vous savez, la plupart des gens raisonnent en termes de culpabilité et innocence, et vrai-faux. Ce sont des raisonnements qui parfois marchent, mais globalement n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que vous avez une grande diversité de réalités et de nuances que vous ne pouvez pas exprimer dans des phrases courtes, dans des textes courts. Les statistiques aujourd'hui, les probabilités sont beaucoup plus importantes que le vrai-faux. Si vous dites qu'il existe au moins un arabe innocent, c'est une vérité, mais elle n'opère pas. Ça sert à rien de le dire. Et quand vous êtes un antiraciste ou quand vous êtes quelqu'un qui met en garde contre le racisme et que vous dites ouais, il y a des gens qui disent que tous les arabes sont coupables, bah, vous dites peut-être une réalité, vous accusez certains d'essentialiser, mais ça n'opère pas. C'est de l'amusement débile de réseaux sociaux ou d'émissions de télé. La réalité, c'est que si vous croisez une personne, maintenant on va raisonner en termes de probabilité, si vous êtes dans la rue sur un trottoir et vous croisez un rebeu, et que vous êtes une femme, vous avez 100 fois plus de chances qu'il vous viole. Donc il vous tue. Un viol, c'est un meurtre. Ça ne veut pas dire que le rebeu que vous avez croisé va vous violer. C'est peut-être la meilleure personne du monde. Mais en termes de probabilité, comme vous ne le connaissez pas, votre cerveau va faire un calcul global. Et dans cette globalité, vous avez
ces statistiques sont parfaitement officielles et faciles à trouver un peu partout, ce qui fait que vous n'allez pas adopter le même comportement parce que la probabilité est 100 fois plus élevée. C'est exactement comme on vous propose de prendre l'avion pour aller, je sais pas, un endroit pas très loin, vous voyez, genre 2000 km, donc, et puis vous savez pas trop quel avion ils vont choisir dans la compagnie, et puis vous arrivez, puis vous voyez qu'ils ont mis un petit coup roulé à hélice. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à monter dedans que si vous voyez un Airbus A320 dont vous connaissez les statistiques, qui sont de 1 sur, sauf erreur, 2 millions qui se crachent. Si vous tapez sur internet les statistiques du gougou à hélice, vous les trouvez pas, c'est compliqué. Enfin, bon. Alors heureusement ça n'arrive pas. L'aviation civile, bon, même s'ils mettent des ATR 72, on a des statistiques qui sont certes défavorables, mais on est quand même à seulement une chance sur 500 000 ou sur 200 000 qui s'écrase. Donc c'est beaucoup plus élevé, mais c'est seulement 10 fois plus élevé. Pour le viol, pour la femme et le viol, pour la jeune femme et le viol, c'est 100 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois moins de musulmans et ils violent, et ils sont responsables de 90% des viols extérieurs au domicile. Et ce qui conduit à un facteur 100. Et pour vous donner un ordre d'idée, les prisons sont remplies à plus de 90-95% de musulmans pour tout ce qui concerne les crimes physiques, c'est-à-dire les agressions physiques charnelles, égorgements, etc. Dès lors, si vous tirez au sort une personne au hasard et que vous savez qu'elle est musulmane, il faut multiplier par beaucoup le risque qu'elle vous agresse. Et quand je dis par beaucoup, c'est par 100. C'est même pour ce qui concerne la totalité des crimes, c'est par 3 ou 400. Parce que j'ai parlé des viols c'est seulement par 100. Mais là, si vous faites globalement sur tous les crimes, on a un facteur entre 300 et 1000. Dès lors, la décision que vous allez prendre, elle est très injuste à l'égard des Arabes et des Noirs, mais elle est justifiée en ce qui concerne les probabilités, et vous ne pouvez pas continuer de faire de la politique, avoir des discussions en faisant comme si vous connaissiez, comme si vous aviez des pouvoirs magiques et que vous connaissiez parfaitement les individus dans leur intimité, comme si vous saviez s'ils sont potentiellement criminels ou non. C'est aussi simple que ça, voilà. Maintenant, est-ce que avoir cette démarche probabiliste est une démarche qui, du coup, est raciste? La réponse, elle est oui, tout simplement, factuellement, et c'est pas... Alors, elle n'est pas illégale parce qu'il ne s'agit pas d'un racisme effectif, il s'agit d'un comportement intime. Et d'ailleurs que vous ne pouvez pas maîtriser puisqu'il s'agit de peur, il s'agit de savoir si on s'enfuit en courant, il s'agit de savoir si on déplace sa voiture, il s'agit de savoir si on ferme à clé sa voiture en voyant les gens arriver, vous voyez, c'est des trucs. Mais effectivement, s'ils sont constatés par des innocents, alors par des musulmans innocents ou par des arabes et noirs innocents, ils vont dire ah ouais, il a vu que j'étais un arabe ou un noir, il a fermé à clé sa voiture et il est tout tremblant. Voilà, et ça... Qui se disent je suis victime de préjugés ou je suis victime de racisme, c'est tout à fait acceptable. Enfin, je veux dire, voilà, il met les mots qu'il veut sur la situation qu'il veut. Mais l'idée de vouloir mener un soi-disant combat contre le racisme en essayant de dire ne parlons pas de probabilité, c'est extrêmement dangereux, puisque ça vous empêche tout simplement la procédure de décision politique et comme toute entreprise. Imaginez un patron qui doit décider de quel produit on met en vente ou on met en production pour ensuite les vendre, et qui dit ah oui mais je m'interdis de faire des statistiques, il va faire faillite, il ne pourra même pas ouvrir sa boîte. On cherche ce qui a du succès, ce qui n'en a pas, et bien de même on cherche le risque. C'est comme les gens qui disent les flics ne font pas de contrôle dans le 16e. Bah oui, mais pourquoi vous allez gaspiller le salaire d'un flic pour contrôler les identités des dames avec des petits caniches dans le 16e, etc. etc. Bref, c'est tout un sujet auquel il faut faire attention parce que, hélas, c'est triste à dire, mais quand vous voyez bon, les gens qui sont engagés dans le combat anti-islam savent très bien que l'islam, c'est, pour ce qui concerne la France, l'Angleterre c'est un peu différent par exemple, c'est les Arabes et les Noirs, et c'est surtout les Arabes, enfin les Maghrébins. Et dès lors, quand vous avez en face de vous une personne que vous ne connaissez pas, vous allez devoir tester si oui ou non c'est un musulman, par des petites remarques éventuellement, par des initiatives diverses et variées, et ça va vous permettre d'avancer. Si vous savez qu'il est musulman, vous savez qu'il est malade, parce que l'islam rend malade, je vais expliquer de quelle manière. Culte du masculin, culte de la violence, culte des atrocités qu'il considère comme de la force, etc. C'est une modification profonde des valeurs. Le sadisme, Daesh, tout ça sont vus comme des héros. La plupart des gosses de banlieue ont des posters de Ben Laden et de Mohamed Merah pour ces gamins-là. Donc inconsciemment, quand même, je le rappelle, ces gars-là sont des héros. Ce ne sont pas des monstres sanguinaires. Puis Youssef Fofana, c'est, comme ils disent, c'est mon frère en islam. Donc on est sur, si vous voulez, des problèmes qui sont graves et qui n'ont rien à voir avec cette anecdote snob qui est les discussions sur le racisme. La gauche, dans sa démarche, dans sa stratégie islamofasciste, récupère la dénonciation qu'elle qualifie de dénonciation du racisme pour en réalité dénoncer des inégalités.
Et ça, faut bien le comprendre. En fait, ce que la gauche dénonce, c'est pas le racisme, c'est les inégalités. Et si elle le fait, c'est une arnaque pour essayer de vendre un modèle égalitaire. Quand vous prétendez dénoncer les inégalités, c'est un mot qui ne convient pas. Le problème, ce ne sont pas les inégalités, le problème, c'est le malheur des gens, les souffrances. Vous pouvez être inégalement au paradis, personne ne va se plaindre des inégalités au paradis. Le problème, c'est le malheur. Mais en remplaçant le mot malheur ou souffrance, donc en trichant, et en éliminant l'empathie de la formulation, la stratégie islamo-gauchiste, anciennement d'ailleurs, on repris à la gauche ancienne, c'était de vendre de manière subliminale la solution dans l'énoncé du problème. Quand vous dénoncez des inégalités et que vous les qualifiez de problèmes, vous vendez subliminalement l'idée que la solution doit aller vers l'égalité. La solution doit aller vers le bonheur des gens. Et s'il faut passer par les inégalités pour ça, à la rigueur, c'est beaucoup plus, c'est parfaitement acceptable. La contrainte égalitaire, enfin la contrainte de dire il faut que entre deux solutions, il faut que je choisisse la plus égalitaire, elle est débile. Parce que si vous tuez tout le monde est à égalité, tout le monde est tué par exemple. Et il faut bien comprendre ces mécanismes parce qu'aujourd'hui, l'islamo-gauchisme qui utilise des colonialismes et soi-disant lutte antiraciste, c'est en fait un cheval de... Tout ça, c'est un cheval de Troie pour l'islam. Et ils ont requalifié l'inégalité en racisme. Par exemple, la discrimination des Arabes et des Noirs à l'embauche, ils appellent ça du racisme. Alors, il s'agit d'une démarche inégalitaire. À cause de ce que j'ai dit avant, à cause des préjugés probabilistes des gens. S'ils pouvaient connaître parfaitement une personne, ils sauraient qui embaucher. Ils ne feraient pas de discrimination. Mais s'ils reçoivent un CV avec un niveau de compétence égal, la plupart des gens qui ont besoin que l'employé, le futur employé embauché soit relativement souple et avec qui on peut échanger, vont craindre en termes de probabilité d'avoir affaire. Ils vont devoir comparer une racaille qui a les mêmes diplômes qu'une personne occidentale qui accepte la liberté d'expression. Je rappelle que les musulmans ne l'acceptent pas. Si vous leur montrez une caricature de Charlie, vous allez vers une grande tension, une agression, etc. Et vous ne voulez même pas prononcer. Ce qui fait que si la photo du mec c'est un Algérien apostate, évidemment, à moins de marquer sur son CV, attention, je ne suis pas musulman, j'ai quitté l'islam, sinon évidemment il subira une inégalité, une discrimination à l'embauche. Mais cette inégalité, vous pouvez la qualifier de raciste si vous voulez, c'est avant tout l'application bête et méchante de processus de décision basés sur des probabilités. Voilà, bon, c'est pas terrible, je sais même pas si je vais le publier, mais je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on est face à un monstre, l'islam, c'est un problème qui pèse 50 tonnes et on a des gens qui nous ramènent des problèmes qui pèsent 1 tiers de gramme, comme toutes les discussions autour du racisme, qui sont du snobisme, et quand ils mettent un vrai fléau, l'islam en l'occurrence, face à un problème de snobisme occidental qui est de soi-disant améliorer la lutte contre le racisme, c'est comme dire, c'est comme dire on va, avant de résoudre le problème de l'islam, pour résoudre celui de la pauvreté. Je veux dire, si vous allez dans une discussion sérieuse, on va vous virer si vous dites ça. Non pas parce que c'est pas important de lutter contre la pauvreté, mais vous pouvez aussi dire, avant de changer le programme scolaire, par exemple, le programme d'enseignement, il faudrait déjà qu'il n'y ait plus de cancer à la surface de la planète et qu'on trouve un moyen de guérir le cancer. Sinon, tant qu'on ne sait pas guérir le cancer, on se fait arrogant en prétendant connaître la science ou la médecine. Enfin, vous voyez, c'est du délire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez des problèmes dont on sait très bien qu'ils sont irrésolubles, et vous avez des gens bloquants, des gens qui mettent un veto, en disant tant que vous n'avez pas résolu la pauvreté, vous ne pouvez pas construire de prison. Ici, les prisons, c'est justement parce qu'on est modeste, parce qu'il ne sait pas quoi faire, et que quand vous avez affaire à des gens qu'il faut dissuader, ils sont pauvres et on les met en prison, il faut être d'autant plus dur avec ces gens-là, qui sont d'autant plus tendance, là je ne parle pas des... Je ne suis pas sur le racisme, je suis sur le fait que les gens évoquent le fait que les milliardaires ne volent pas, ne vous braquent pas votre portable. Et ben, si vous invoquez qu'un milliardaire ne va pas vous braquer votre téléphone pour dispenser de prison tous les barbares homotifiés, si vous voulez, si la pauvreté vous immunise de toute sanction pénale, pour les crimes que vous commettez, vous n'allez rien résoudre du tout. Bien sûr que c'est triste, bien sûr qu'on se doute qu'un enfant vivant dans un certain environnement, il va terminer meurtrier, il va braquer et tuer, il ira en prison. Et ça se devine souvent 10 ans avant. 10 ans avant, vous voyez des petites racailles de cité, vous dites bon à 25 ans, 30 ans ils sont en prison, ceux-là. Mais le problème on le travaille, mais le déterminisme utilisé comme circonstance juridique atténuante, c'est-à-dire dispensant de la peine, c'est une erreur, puisque l'objectif n'est pas de rendre service au coupable, mais de l'empêcher d'être coupable en l'enfermant. C'est bête. Si à un moment donné, pour des raisons pragmatiques, des gouvernements, là pour le coup, totalement officiellement racistes, devaient, par principe de précaution, emprisonner tous les Arabes et les Noirs et dire on fera sortir les innocents en point de goutte, ce sera parfaitement raciste. Si ça n'arrivera pas, mais admettons que ça arrive.
Ils emprisonnent d'abord tout le monde, puis ils font sortir les apostats. Bon, et ben, ce serait une décision qui, aussi bien elle serait qualifiable de racisme, serait logistiquement parlant explicable. Explicable, c'est exactement comme quand vous mettez en quarantaine des gens sans savoir s'ils ont été contaminés par le virus, mais étant donné qu'il y a un risque, vous les isolez et après vous faites un protocole pour dire bon on va vérifier et puis effectivement on va faire des efforts pour tout faire sortir. Vous savez, il faut avoir vraiment de l'empathie, il faut avoir de l'humanité et il faut avoir de la rationalité parce qu'à en vouloir toujours aux coupables et en disant que les innocents sont innocents, on bloque tout. Ce qu'il faut c'est comprendre qu'on n'a pas affaire à des coupables et à des innocents, on a affaire à des gens et à des décisions aveugles. Et pour améliorer les qualités de ces décisions aveugles, il faut accepter qu'on va mettre des innocents provisoirement, si vous voulez, par principe de précaution, on va stigmatiser la catégorie d'appartenance de certains innocents. Mais le meilleur moyen pour résoudre ça, c'est pas de faire du ouin-ouin gauchiste en disant ils sont innocents, c'est injuste, c'est de rappeler que les coupables eux-mêmes sont des êtres humains dans 99,9% des cas et qu'on les a attrapés pour les empêcher de faire du mal, pas pour leur faire payer leurs fautes. Et finalement, cette erreur gauchiste, si vous voulez, qui voudrait que les coupables payent leurs fautes, mais comme ça paye dans l'absolu, vous voyez, ils sont des promoteurs au sens large des religions, qui voudraient qu'il y ait une notion de péché moins coupable, on l'arrête pour pas qu'il commette d'autres crimes, et surtout on l'arrête en publiant son arrestation et sa mise à l'écart, pour que les autres soient dissuadés d'infliger les mêmes souffrances. Mais en soi, à la fin des temps, quand tout est terminé, il n'y a plus rien à faire, et vous êtes devant Hitler, vous allez le torturer ou pas? Là, il ne faudra pas, vous allez faire une souffrance supplémentaire, peut-être une souffrance de la voilà, c'est tout. Quand on comprend ça, on raisonne de manière apaisée, et surtout, on prévient les gens, attention, tu vas peut-être prendre cher provisoirement, mais c'est en vue d'améliorer les choses plus tard. Tant qu'on n'a pas interdit l'islam, on aura ce problème, puisque aujourd'hui, on a beaucoup de parleurs, de discours qui essayent de dire que les ACOSTN, c'est pas des islamistes. Et c'est faux, hein, c'est même les modèles, c'est les parfaits modèles de musulmans. Il n'y a pas un meilleur musulman qu'un ACOSTN dans sa parade publique, dans sa circulation dans la rue. Mais tant qu'on n'a pas compris, les gens l'ont compris, les cerveaux des gens l'ont compris. Ils savent qu'ils ont affaire à Daesh quand ils croisent Maël, par exemple. Et il est totalement normal qu'ils adhèrent au fait que les policiers l'abattent, non pas parce qu'ils le considèrent comme coupable, mais parce qu'ils y voient un principe de précaution qui dit qu'un mec qui fait des rodéos en bagnole, c'est Mohamed Merah. On lui applique l'algorithme. En l'absence de renseignements, on lui applique l'algorithme de Mohamed Merah. On ne veut pas qu'il aille buter 5 enfants à Boussortan dans une école juive, etc. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire des rodéos en voiture et demander qu'on ne vous soupçonne pas d'être Mohamed Merah ou d'être Youssouf Coupable. Dans l'idéal, vous pouvez le demander. Dans le réel, ça n'existe pas. La probabilité ne marche pas. Les mécanismes de probabilité, de gestion du risque du cerveau humain ne marchent pas. Vous voyez un Lacoste avec une Mercedes, il doit être abattu parce que c'est potentiellement, il y a un risque trop élevé, c'est un terroriste. C'est tout, c'est simple. Bien sûr que c'est injuste, mais si vous voulez améliorer l'algorithme de reconnaissance. Vous faites que des Lacostéennes arrêtent de faire des rodéos en paradant comme Daesh, qui dominons la rue.